Je m'appelle Madina, j'ai 35 ans, je suis autrice de livres pour enfants et également podcasteuse. Et bienvenue dans Kewale. J'ai passé un bac littéraire parce que à l'époque je voulais être conceptrice rédactrice. Puis j'ai fait un DUT publicité, toujours pour être conceptrice rédactrice. J'ai fait une licence ensuite en communication des entreprises parce que j'ai réalisé que le monde de la pub c'était pas trop pour moi dans l'énergie, dans l'état d'esprit. Je suis partie aux États-Unis. Je suis revenue au bout de quelques mois et puis j'ai fait mon master 1 en communication à la Sorbonne et j'ai fini par un master 2 en gestion des entreprises et communication à Dauphine. Donc j'ai commencé très tôt parce que mes parents financièrement ne pouvaient pas assumer ni le coût de mes études ni le coût de la vie autour des études. Donc pour moi c'était pas un sujet, il fallait que je travaille. Et puis surtout, moi quand j'ai eu 14-15 ans, mon rêve c'était d'aller aux États-Unis. Et je l'avais dit à tout le monde, j'étais très très claire là-dessus, genre regardez-moi, moi je vais y aller. Je sais pas comment mais je vais y aller. Et au final, quand j'ai eu 20 ans, je me suis dit bon ben je fais ma licence et puis après ma licence j'irai aux États-Unis. Mais comme je savais que j'avais pas d'argent, je savais que je devrais m'arrêter un an pour réunir des fonds et puis après aller aux États-Unis. Donc pendant un an j'ai fait je pense tous les métiers du monde. J'ai été à l'usine, j'ai été vendeuse, j'ai travaillé dans une salle de cinéma, j'ai fait des inventaires, je suis passée par plein de métiers différents pour réunir un petit pécule parce que je voulais aller faire mes études aux États-Unis. Et pour la petite histoire, ils ont perdu mon dossier aux États-Unis. Ça m'a rendu très très triste. Et c'était un mois avant mon départ. Donc du coup, j'ai pas pu aller étudier. Mais j'ai fait un stage pendant 3 mois. Et c'est pas grave parce que j'ai fait mes premiers pas dans le métier de la communication là-bas. Donc c'était un mal pour un bien. Et quand je suis revenue, j'ai poursuivi mes études. Et voilà pour mes premières expériences professionnelles. Avant de me lancer dans Naïba Je sais tout, j'avais travaillé quelques années en communication parce que du coup j'avais terminé mes études en com et c'était un domaine qui me plaisait et c'est un domaine qui me plaît toujours d'ailleurs. Et j'étais en communication événementielle pendant 4 ans dans un gros cabinet d'audit. J'ai beaucoup appris mais c'était très 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 fatigant et puis il y a une perte pas de sens c'est pas la perte de sens du travail parce que souvent on est une génération on se dit oui je trouve plus de sens à mon travail. Moi je trouve beaucoup de sens dans la communication. Je dirais jamais que c'est un domaine qui est futile, je pense que c'est un domaine qui apporte beaucoup et qui malheureusement n'est pas assez considéré. Mais moi j'ai une perte de sens dans mon mode de vie. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup, je quittais chez moi, il était 8h du matin, je rentrais au plus tôt, il était 9h du soir. Et pendant ce temps-là, j'étais pas chez moi. C'est un temps où je ne prie pas, c'est un temps où je ne fais rien d'autre que travailler. Enfin, moi, je me souviens encore qu'il y a des moments où vous pouvez avoir des problèmes de santé dans votre famille ou des choses sérieuses. Quand tu rentres au travail, tout quoi. Et je me disais, c'est pas normal quand même. C'est quand même. En fait, j'avais l'impression que le travail, c'était devenu le centre de ma vie, là, Paris Intramuros. Et puis mes amis, la religion, on était en zone 4, 5, 6 quoi. Et je me disais, on n'est pas dans les bonnes mesures. Donc je commençais à me dire qu'il fallait que je trouve une alternative, mais je voulais pas partir n'importe comment. Et donc je me suis posé la question de qu'est-ce que tu veux faire ? Donc j'ai fait un petit bilan de compétences, je me suis recentrée et je me suis rappelé surtout que j'aimais beaucoup écrire. Et j'avais oublié que j'aimais écrire. Ce qui est dommage parce que moi de base je voulais vraiment faire même en communication de la communication écrite et depuis 4 ans je faisais que de l'événementiel. Donc j'ai senti que je m'étais un peu oubliée en chemin et je me suis dit écrire c'est super mais écrire quoi ? Écrire pour qui ? Écrire comment ? Et c'est comme ça que je me suis rappelé que j'aimais beaucoup lire quand j'étais petite fille. C'est toujours le cas maintenant, mais c'est vrai que mon rapport à la lecture, c'est comme s'il avait toujours été là. Moi, je me souviens pas d'un jour où j'ai pas aimé lire en fait. Là, c'est comme une histoire d'amour qui a toujours été là et qui m'attendait, donc que j'ai pris en chemin. Et je me suis rappelé que quand je lisais tous ces livres-là, je me suis pas plainte à l'époque de ne pas avoir des personnages qui me ressemblent. Mais par contre, au fil du temps,
j'ai bien vu les conséquences que ça avait eu sur ma personne. C'est-à-dire que avoir des personnages qui ne te ressemblent pas toute ta vie, c'est quand même la certitude que tu vas vouloir ressembler à des gens qui ne sont pas comme toi. Que tu vas avoir une distance entre ce que tu es et ce que tu voudrais être. Tu as l'impression que pour être quelqu'un qui réussit, pour t'approcher un peu plus de ce héros-là que tu vois et que tu praises, comme on dit, il va falloir t'oublier un petit peu, voire te lier. Et moi, j'ai mis quand même beaucoup de temps à me réconcilier avec ma personne. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration. Et je me disais, on est quand même en 2016, qu'à l'époque on était en 2016, et on en est toujours à se poser ces questions-là, parce que j'ai des neveux et nièces et je sentais bien que parfois il y en avait qui parcouraient ce même chemin du combattant, ce même chemin difficile, et je me disais c'est plus possible quoi. Nous, nos parents, ils n'ont pas pu nous accompagner sur ce chemin-là en tout cas. Nous, on a une responsabilité parce qu'on est né ici, on a des codes, on a des études, on a une vision aussi qui nous permet de faire des choses. Donc j'ai relié cette problématique-là au fait de savoir aimer écrire, au fait de vouloir changer de vie, et je me suis dit bon ben il faut que tu puisses écrire des livres pour les enfants avec des personnages qui leur ressemblent vraiment. Donc j'ai obtenu ma rupture conventionnelle en 2016 et puis le temps d'écrire Neiba, de voir comment je voulais l'éditer, de voir que l'auto-édition ce serait la meilleure option pour moi en tout cas à ce moment-là. Je l'ai édité en 2017. Donc Neiba est sorti 6 mois après l'avoir imaginé dans mon esprit. Parce que pour moi c'était le moyen d'allier quelque chose que j'aime et répondre à une urgence. Pour moi, écrire des livres pour les enfants, c'est vraiment une urgence. Après, je ne l'ai pas fait dans un but complètement, calculé en me disant même si j'ai bien conscience que de toute façon, moi je suis un peu partie sur les livres pour enfants parce que je savais très bien que dans le monde de l'édition, le secteur qui se porte le mieux, c'est le secteur jeunesse par rapport à une littérature dite pour adultes ou plus classique. Mais j'ai pas non plus voulu aller dans les albums jeunesse, là où il y a une véritable demande, parce que je savais que mon style d'écriture, j'aurais du mal à l'adapter à ce... C'est très très dur d'écrire des albums jeunesse, ça demande une grande maîtrise, je trouve, de l'écriture, et cette maîtrise-là, je ne l'avais pas en tout cas à l'époque pour les albums jeunesse, mais je me disais que c'est pas grave, pour les romans jeunesse, il y a quand même une demande et il y a quand même une urgence. Donc moi je me suis dirigée vers cela, pour ça. Le podcast Merci Maman, Merci Papa, il a été diffusé il y a 1 an maintenant, le premier épisode en peu moins d'1 an. Et en fait, interroger les papas, c'est un projet que j'avais avant même d'écrire. Ça, pour le coup, j'avais pour ambition d'interroger au début uniquement les papas depuis 2012. Donc ça fait quand même 8 ans. Et je me disais... il faut qu'on les interviewe parce que moi, mon papa, il m'a expliqué comment il était arrivé en France quand j'avais quelque chose comme 18 ans et j'en ai beaucoup pleuré. Et quand il me l'a raconté, j'en ai encore pleuré. Je me suis dit, bon, il y a un problème. Au-delà du fait que moi, je sois très émotive, c'est surtout que c'est des histoires qui sont magnifiques, c'est des histoires qui sont pleines de leçons de vie et on aime bien regarder des biopics de célébrités qui ont réussi et c'est très bien. Mais je me dis, nous, on a quand même à domicile des personnes qui sont incroyables, de courage, de résilience, enfin de valeurs extrêmement fortes et positives, mais on minimise vachement ce qu'ils ont fait, quoi. Alors qu'ils ont quand même un apport considérable pour ce pays, dans nos vies, et il faut pouvoir en faire quelque chose, il faut pouvoir le célébrer parce que moi je suis dans une tranche d'âge où beaucoup de mes amis ont vu leurs parents partir. Moi j'ai pas des parents qui sont spécialement en santé non plus, donc l'idée c'est de se dire il faut en profiter tant qu'ils sont encore là pour pouvoir les célébrer et puis surtout préserver cet héritage-là pour le diffuser et pour en faire quelque chose. C'est extrêmement important et c'est à nous de le faire. Il faut que ça passe par nous parce qu'on a une proximité avec eux qui va permettre d'extraire d'eux-mêmes des histoires qui sont très authentiques. C'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que j'ai mis du temps moi-même à m'inspirer de femmes. C'est-à-dire que
Pour moi, avant, dans mon identité, j'étais surtout une femme, certes, mais une femme noire surtout, une femme musulmane. Et du coup, moi, j'avais je trouvais plus d'atomes crochus et de points communs avec des gens qui avaient la même couleur que moi, qu'ils soient hommes ou femmes, ou des hommes et des femmes qui ont la même religion que moi. J'ai mis du temps à me dire, ah oui, mais en fait, être une femme, c'est une spécificité en soi. Moi, il y a encore quelques années, je ne comprenais même pas pourquoi des femmes se réunissaient. Je me disais, mais c'est pas un big deal d'être une femme. Et c'est terrible de le dire, mais en même temps, c'est ce que j'ai pensé pendant longtemps. Donc je pense qu'il faut aussi faut l'assumer. Mais oui, moi j'ai mis du temps à comprendre qu'être une femme, c'était souffrir beaucoup. Qu'être une femme, c'était faire face à beaucoup de clichés, de portes fermées, etc. Donc j'ai mis du temps à trouver mon inspiration auprès des femmes, mais je pense qu'être une femme inspirante, c'est être une femme qui par son naturel et en même temps par son énergie, va au-delà de ce qu'on attend d'elle. Oui, j'en ai, mais c'est compliqué parce que je peux dire oui, elle m'a inspirée, mais en fait, c'est pas comme si je les connaissais, ces femmes-là. Donc c'est dur de se dire, ah, cette femme-là... Enfin, moi je trouve qu'on est un peu trop dans une génération où on se dit, ah, cette personne elle est trop inspirante, alors qu'en fait on l'a vu 4 fois sur Instagram, on se dit, ah, ça elle est géniale, cette femme est incroyable, alors qu'en fait on la connaît pas dans sa globalité. C'est important parce que les personnes qui donnent pas la parole sont des personnes qui n'ont aucun droit de nous couper la parole. Donc, moi je suis toujours très embêtée là-dessus parce que pour moi en fait le patriarcat c'est ça. C'est-à-dire qu'on utilise des lois, qu'elles soient religieuses ou étatiques, pour s'en servir à son propre intérêt, pour servir son propre intérêt. Et ça me dérange en fait. C'est-à-dire que il n'y a aucune raison de nous mettre sur mute et pourtant certains le font. Donc c'est important parce que il faut reprendre un droit divin, un droit que Dieu nous a donné, que personne n'a le droit de supprimer. Et je pense que c'est important aussi parce que ça permet de voir la pluralité des profils et de ne pas se sentir bizarre. Plus on aura de profils de femmes qui s'exprimeront, moins on aura de petites filles qui se sentiront bizarres. Je souhaite juste à tout le monde de pouvoir trouver sa voix, de pouvoir s'écouter, mais s'écouter vraiment. C'est-à-dire s'écouter sans écouter son ego, ses pulsions. Vous savez, moi je me dis toujours qu'on n'a pas besoin de prendre sa température pour savoir quand on a de la fièvre. On le sent en fait à l'intérieur de nous. Et ça, c'est pas autre chose que le corps qui parle en fait. C'est une réalité qui est très vraie. C'est pareil pour plein de choses en fait, dans les prises de décision, dans les prises de... souvent vous avez déjà la réponse en fait au fond de vous. Donc, moi je souhaite à tout le monde de pouvoir s'écouter, avancer dans le meilleur des chemins et dans la plus belle des manières et voilà, tout simplement. I know I said a couple things